Bonjour à tous et bienvenue pour cette webconférence qu'on a organisée dans le cadre du programme Ombré. Donc webconférence qui va être consacrée au retour d'expérience mené à Mayotte. Et donc du coup, c'est Maud qui vous présentera les enseignements tout à l'heure et je lui laisserai le temps de se présenter. On a également Dominique et Negia qui sont avec nous. J'en reparlerai aussi tout à l'heure, qui ont été les contributeurs qui ont accompagné Maud sur cette mission de retour d'expérience. Donc ensemble, on va voir plusieurs points. Donc je vais faire un bref rappel du programme Ombré. Ensuite, Maud vous présentera le SAU Mayotte. Je ferai un tout petit point aussi sur le dispositif REX Bâtiment Performant pour bien comprendre la manière dont on présente les enseignements, comment on travaille sur le terrain, etc. Ce qui explique un petit peu la démarche. Et puis ensuite, je laisserai Maud vous présenter les 10 enseignements qu'on a retenus et qu'on souhaitait vous partager par rapport à ce travail. Donc, pour démarrer d'abord le programme Ombré, donc, qui est le programme inter-outre-mer pour des bâtiments résilients et économes en énergie. Donc, c'est un programme qui est dans sa deuxième édition, hein, qui a démarré sur une première édition déjà il y a 3-4 ans, qui regroupe plusieurs acteurs, donc le CAUE de Guadeloupe, le CAUE Mayotte, Kebati en Martinique, Aqua en Guyane, et puis Énergie Réunion à La Réunion. Et puis également en partenaire transverse sur l'ensemble des territoires, nous avons la FEDOM qui travaille avec nous. Les travaux qui sont menés dans le cadre de ce programme Ombré, il y en a de plusieurs types, et puis il y a déjà beaucoup de réalisations qui existent. J'en limite quelques-unes ici à l'écran. L'objet du programme Ombré, c'était aussi d'accompagner des actions sur les territoires, donc de piloter, d'accompagner des acteurs sur leur territoire pour qu'ils puissent développer des actions qui répondent à la demande. Donc il y avait eu un premier appel à projet avec des lauréats, des projets qui ont été conduits sur la première partie jusqu'en 2023. Et là, actuellement, on a 11 nouveaux projets qui sont lauréats aussi dans ce dispositif et dont la fin du programme est prévue en fin 2025. Une autre ressource importante qui a été construite dans le cadre d'Ombré, c'est Pergola. Pergola, c'est une plateforme de ressources qu'on appelle collaborative, c'est-à-dire que c'est une plateforme que chacun peut implémenter sur son site internet, etc., choisir les filtres qu'il souhaite mettre à disposition des acteurs. Donc, vous le retrouverez, hein, sur le site du SAUE Mayotte, par exemple, aussi. Je vous ai mis le QR code qui est l'entrée générale, donc là, c'est la plateforme pour tout le monde. Mais en tout cas, toutes les ressources qui sont créées dans le cadre de Ombré, mais même au-delà, hein, tous les partenaires qui estiment qu'il y a des ressources, des règles de l'art, des ressources vidéo, tutos, etc., qui méritent d'être partagées sur l'ensemble des territoires, elles sont présentes sur Pergola. Donc c'est en cela que c'est collaboratif, c'est chacun des partenaires que je vous ai cités tout à l'heure participe à la construction de cette plateforme Pergola. Autre action qui est menée dans le cadre d'Ombré, et c'est ce dont on fait aujourd'hui, c'est le REX Bâtiment Performant. Donc du retour d'expérience, le but c'est d'aller sur le terrain, de valoriser les choses qui se passent sur le terrain, de comprendre un petit peu ce qui se passe, et puis d'analyser les pratiques et puis de valoriser tout ça. Notre programme en cours dans le cadre d'Ombré, c'est la construction des fiches autocontrôle et de réception de travaux. L'objectif, c'est de donner des outils à la filière pour faire les suivis de chantier. Donc ça, j'y reviendrai aussi, mais via Pergola, vous pouvez déjà, les premières fiches autocontrôle, notamment qui concernent les brasseurs d'air, elles sont disponibles. Donc c'est des outils dont vous pouvez vous saisir pour vos suivis de travaux. Et il y en aura d'autres au fur et à mesure jusqu'en fin 2025. Et enfin, en parallèle de tout ça, il y a eu les assises de la construction durable en Outre-mer, dont l'objectif était vraiment de rassembler tous les acteurs pour travailler ensemble et travailler notamment au fait d'adapter les normes au contexte ultramarin, puisqu'on sait on peut avoir beaucoup de normes de DTU, etc., qui sont très hexagonaux et pas toujours applicables directement sur le terrain dans les territoires ultramarins. Donc l'objectif de ces assises, c'était vraiment d'identifier tous ces cas et de pouvoir essayer ensemble de trouver des solutions. Donc voilà un petit peu un tout petit extrait de ce que vous pouvez trouver dans le cadre du programme Ombré. Voilà, je vous incite vraiment, s'il faut retenir une chose, c'est Pergola, parce que tout passe par la plateforme Pergola, donc vous pouvez retrouver toutes les ressources. On a également une chaîne YouTube, hein, vous retrouverez le replay là, de cette webconférence d'aujourd'hui, puis celle qu'on a déjà faite à La Réunion au mois de septembre, et puis les prochaines aussi qui viendront, donc elles seront disponibles sur cette chaîne YouTube Ombré. Voilà ce que je voulais dire sur le programme Ombré dans lequel on s'inscrit. Je vais laisser Maud se présenter puis vous dire quelques mots sur le CAUE Mayotte. Oui, bonjour à tous. Moi je suis Maude Andriana Reynosi, je suis architecte conseillère au CAUE.
Donc les CAUE, c'est des conseils en architecture, urbanisme et environnement. C'est des associations d'intérêt public qui existent depuis la loi sur l'architecture de 1977. Et leur objectif, c'est d'œuvrer pour la qualité de l'architecture, des paysages et du patrimoine. Donc notre travail, il s'organise autour de 4 missions qui sont de conseiller, de former, d'informer, de sensibiliser. Donc par exemple, sensibiliser le grand public et en particulier les jeunes à l'architecture et à l'environnement, ça peut passer par construire des outils pédagogiques, organiser des visites de bâtiments exemplaires, on a organisé des ciné-débats, organiser toutes sortes d'événements de sensibilisation. C'est aussi animer le milieu professionnel, donc soit par des événements, soit par des formations qui visent à amener de l'information pour les professionnels. Et aussi, on conseille les particuliers qui sont porteurs de projets. Donc pour ça, on organise des permanences architecturales où les porteurs de projets viennent nous expliquer leurs projets et nous, on les conseille pour des solutions pour améliorer leurs projets. Et enfin, on accompagne aussi les collectivités locales et les organismes publics dans leurs projets. Donc, sur tout type de projet, à toutes les échelles, des projets d'architecture ou des projets urbains. Ok, merci Maud. Et donc, du coup, avant de passer à la présentation des enseignements, un petit rappel, mais peut-être que vous avez déjà assisté à des webconférences, vous connaissez peut-être le dispositif Rex Bâtiment Performant, donc là qu'on applique en Outre-mer, mais qu'on applique aussi sur d'autres, en Hexagone sur d'autres sujets. Mais ça fonctionne toujours de la même manière. L'objectif, c'est quand on cible un sujet, c'est pas forcément d'être exhaustif sur le sujet, mais c'est de partir vraiment du terrain. Donc la première étape, c'est celle-ci, c'est d'aller sur le terrain, de rencontrer les acteurs et de visiter les projets qui sont identifiés, des projets précurseurs, des projets qui peuvent mettre en pratique des innovations, des nouveaux matériaux, ou qui répondent à des standards énergétiques, économie d'énergie, qui vont au-delà de la réglementation ou qui apportent de la nouveauté. Donc l'objectif, c'est ça, c'est vraiment d'aller sur le terrain, de collecter ces retours d'expérience. Donc c'est ce qu'a fait Maud depuis quasiment un an maintenant, de rencontrer ces acteurs, de visiter ces opérations. Avec une deuxième partie qui est la capitalisation, donc c'est-à-dire qu'on met à disposition une base de données où peuvent être saisies les informations des projets, mais surtout ce qu'on appelle les événements, c'est-à-dire que les non-qualités et les bonnes pratiques qui ont été vues sur le terrain et qu'on souhaite partager, elles sont saisies dans cette base de données pour faciliter l'analyse en étape 3. Donc analyse que l'on fait, donc c'est un travail de l'enquêteur, ce qu'on appelle l'enquêteur, donc la mode en l'occurrence d'extraire un petit peu tout ce qui a été saisi dans la base de données, de voir aussi sur la thématique qu'elle souhaite travailler, si sur les autres territoires, il y a des enseignements qui peuvent être également récupérés, analysés, etc. Et cette étape d'analyse, elle se fait systématiquement avec ce qu'on appelle deux experts contributeurs. Donc là, en l'occurrence, c'était Negia Ferjani de Imagine et puis Dominique Tessier qui est architecte, qui ont permis d'accompagner Maud dans ce qu'elle avait vu sur le terrain, de comprendre un petit peu les éléments et de hiérarchiser les messages que l'on souhaitait faire passer parce qu'on estime voilà, qu'il y a encore des choses à promouvoir et c'est comme ça qu'on fait le choix des enseignements qu'on vous présente aujourd'hui. Et donc on arrive dans cette étape 4 qui est l'étape de la valorisation. Donc la façon dont on va vous présenter les enseignements en mode, donc ça va suivre cette logique-là, c'est-à-dire on va partir du terrain, des non-qualités, bonnes pratiques du terrain, les comprendre, les impacts que ça peut avoir, essayer de comprendre aussi l'origine, comment on en est arrivé là, de proposer des solutions correctives pour corriger le tir et puis surtout des bonnes pratiques pour avoir des bonnes pratiques, des bonnes habitudes pour éviter ces non-qualités. Donc voilà, ça va être là on va balayer 10 enseignements que vous voyez dans les petites bulles grises ici. Le rapport thématique, lui, qui reprendra ce qu'on vous présente aujourd'hui, sortira d'ici quelques semaines. On a encore quelques retours, quelques améliorations. On va aussi prendre en compte les retours que potentiellement vous pouvez nous faire aujourd'hui pour corriger certains enseignements ou en tout cas les préciser. Et donc c'est un rapport thématique voilà, qui sera début d'année, qui sera disponible. Du coup, on va pouvoir commencer avec une petite introduction, puisque vous allez voir que le sujet qu'on aborde, il est un petit peu spécifique, hein. Côté à Mayotte, c'est la première fois qu'on fait un REX, qu'on a été visiter des opérations sur le terrain.
Et du coup, voilà, les enseignements vont tourner beaucoup autour des modes constructifs mahorais et puis la question du confort. Donc du coup, moi, je te laisse donner les éléments d'introduction qui vont permettre de comprendre un petit peu la démarche. Oui. Alors oui, pour commencer, on va faire un peu un retour sur l'évolution des constructions à Mayotte pour comprendre les différents modes constructifs qu'on voit à Mayotte aujourd'hui et du coup, avec ça, les différentes réponses au confort thermique qui ont été apportées. Donc, les premières constructions de l'île, il y avait une variété de typologies de construction, mais qu'on peut regrouper en deux familles. Les ossatures bois recouvertes de fibres et les cases en terre sur structure en treillis. Donc, on avait une première réponse qui était plutôt des constructions légères qui favorisaient la ventilation naturelle. Et une deuxième réponse où on a des constructions avec enfin, avec de la terre et des murs plus épais et qui favorisaient du coup plutôt l'inertie comme réponse au confort thermique. Et aussi en bas à droite, sur la slide précédente, vous voyez le plan de la mosquée de Tsingoni qui représente l'architecture de type Swahili, qui a aussi influencé les constructions ici et qui est plutôt une architecture à forte inertie avec des murs très épais et peu d'ouverture sur l'extérieur. Ensuite, à la fin des années 70, il y a une politique publique qui a mené au développement de la filière BTC à Mayotte, donc bloc de terre compressé. Donc pendant des années 80 aux années 2000, ça a été l'âge d'or de la filière bloc de terre compressé, avec, comme on voit sur la photo à gauche, l'expansion de la casse CIM sur le territoire. Et à droite, on voit une briqueterie. Donc on a beaucoup de bâtiments qui se sont construits en briques et on en a encore beaucoup aujourd'hui. Et ça a aussi façonné un patrimoine et un ensemble de savoir-faire important à Mayotte sur la BTC. Ensuite, au début des années 2000, la production de la BTC, elle a ralenti, elle s'est presque arrêtée. Et on a eu cette influence mondiale avec des nouveaux matériaux qui sont arrivés sur l'île, donc notamment le parpaing et le béton. Et on a beaucoup de constructions de maisons individuelles qui se sont faites en parpaing et aussi des bâtiments publics en béton. Donc voilà, on a des nouveaux matériaux qui arrivent sur l'île. Donc tous ces trois étapes de construction, si on peut dire, aujourd'hui, on a trois modes constructifs qu'on retrouve de manière générale. La première, c'est des constructions plutôt donc toujours en béton banché ou en parpaing, surtout pour les maisons individuelles. On a toujours des constructions en briques, puisque la filière bloc de terre compressé, elle continue de se développer, de se stabiliser. Et aussi, on a beaucoup de constructions dans les bâtiments publics qui se font en filière sèche, que ce soit ossature bois ou métal, puisque du coup, la filière sèche, c'est aussi une réponse au confort thermique, puisque c'est des matériaux à faible inertie et des bâtiments qui sont très poreux. Il y a aussi toute la publication de chartes et de guides de conception en milieu tropical qui a apporté son influence sur la manière de construire. Donc on a par exemple les chartes MyEnergy et MyEnergy Plus qui mettent en lumière des principes très importants de la conception en milieu climatique qui sont donc la ventilation naturelle, la protection solaire des parois et l'énergie solaire. Donc ça, c'est des réflexions qui doivent être systématiques dans la construction en milieu tropical. Mais du coup, notre parti pris, c'était aussi de dire qu'il y a aussi des particularités locales pour penser les stratégies de confort et que notamment à Mayotte, la ventilation naturelle comme stratégie de confort, ça peut avoir ses limites puisque l'île, elle a aussi, à une certaine partie de l'année, elle a très peu de brise thermique, puisqu'elle est de basse altitude, et il y a très peu de différence de température entre la terre et la mer. Donc il y a des fois où les brises sont faibles.
et aussi parce qu'on a des matériaux locaux comme la BTC et une partie, comme on l'a vu au début de l'introduction, une partie de l'architecture locale qui montre aussi l'intérêt de l'inertie thermique comme une stratégie de confort. Donc, l'objectif, c'est de parcourir les différents modes constructifs qui sont présents sur le territoire et de voir les stratégies de confort qui sont associées à ces modes constructifs. Et par les retours d'expérience qu'on a collectés lors des visites, de dresser un bilan qui est non exhaustif, des points de vigilance qui sont relatifs à ces particularités de ces différents modes constructifs vus à Mayotte. Avant de commencer donc à dérouler les enseignements, il y a quelques définitions pour appréhender les caractéristiques physiques des matériaux. Donc la première, c'est le déphasage thermique. Donc le déphasage thermique, c'est la capacité à accumuler et d'autre part à restituer à court ou moyen terme la chaleur accumulée dans une paroi. L'inertie thermique, c'est la résistance aux variations de température. La conduction thermique pour une paroi, c'est le transfert de chaleur qui s'effectue de la face la plus chaude vers la face la plus froide. La conductivité, c'est la capacité d'un matériau à laisser passer la chaleur ou au contraire à l'isoler. Donc plus la conductivité elle est élevée, plus le matériau laisse passer la chaleur. La résistance thermique, c'est la capacité d'un matériau à ralentir le transfert de chaleur réalisé par conduction. La diffusivité, c'est la vitesse d'échange d'énergie thermique entre le matériau et son environnement. Et l'effusivité, c'est la capacité à stocker rapidement de l'énergie thermique. Ok, merci Maud. Donc du coup, ouais, c'était un petit rappel parce que c'est vrai dans le cadre du travail que Maud a mené et puis les discussions qu'on a eues avec Négia et Dominique, ça a tourné beaucoup autour de ces termes-là. Et donc c'était important de les avoir un petit peu en tête parce que on va en reparler tout au long des enseignements. Parfois, ils sont associés, deux, trois critères qui sont associés, donc forcément, ils sont multifactoriels souvent. Donc c'était important voilà, d'avoir ce petit état de l'art. Et du coup, on va pouvoir démarrer avec le premier enseignement qu'on a choisi de présenter, qui est celui de protéger les murs des rayonnements directs du soleil. C'est quelque chose on en a déjà beaucoup parlé sur pas mal de territoires, mais il nous semblait important d'y revenir. Oui, donc protéger les murs des rayonnements directs du soleil. Donc ici, on a l'exemple de parois verticales qui sont très fortement exposées au rayonnement direct du soleil. Donc on est sur la paroi ouest. Et on a donc, d'une part, on a un des bords de toiture qui a été dimensionné, mais qui protège seulement les dalles hautes et non les murs verticaux. Et on a le confort thermique qui est du coup géré que par la porosité des façades pour lutter contre la surchauffe. Donc on a des enjeux de protection qui sont méconnus, ce qui amène à un inconfort thermique. Donc les rayonnements du solaire direct entraînent une accumulation de chaleur dans les murs et la chaleur se diffuse instantanément à l'intérieur de la pièce et ça entraîne une surchauffe. L'une des solutions correctives, ça serait de mettre en place un auvent ou de la végétation haute pour limiter les rayonnements du soleil sur la façade. Et donc, les bonnes pratiques, c'est limiter les rayonnements solaires sur tous les types de parois. Donc là, on insiste bien sur le fait que c'est sur tous les types de parois. Et ensuite, d'étudier en conception l'exposition des différentes parois afin de choisir la typologie et le dimensionnement des protections solaires adaptées. Parce qu'au nord ou au sud, on va plutôt prévoir des protections qui sont horizontales, comme des bords de toiture suffisants ou des casquettes et au vent, parce que les rayonnements solaires sont zénithaux, tandis que à l'est et à l'ouest, on va plutôt prévoir des protections solaires verticales de type joue et brise-soleil pour se protéger des rayonnements solaires qui vont plutôt être rasants. Et enfin, il faut aussi bien sûr penser l'aménagement global pour que les façades restent le plus longtemps à l'ombre. Ça peut être grâce au bâtiment environnement ou à une végétation, à la végétation haute qu'il peut y avoir autour du bâtiment.
Donc ici, on a un exemple de bonne pratique où dans le bâtiment, on a plusieurs types de protection solaire. Donc par exemple, on a des décrochés dans la façade qui permettent de créer de l'ombre, on a des auvents, on a aussi des terrasses, on a des débords de toiture. Et tout ça permet de protéger les façades des rayonnements solaires autant de l'est, de l'ouest, du nord ou du sud. Donc sur le Ouais. deuxième enseignement, oui, pardon, excuse-moi. Deuxième enseignement, donc c'est celui de respecter le choix des matériaux prescrits dans les stratégies de confort thermique. Je te laisse exposer du coup la non-qualité observée. Alors, dans ce bâtiment-là, initialement, les murs, ils ont été prévus en blocs de terre comprimés et ils ont finalement été réalisés en béton. Donc, il faut savoir que les murs, un mur de 18 cm, ça a une conductivité thermique, un lambda d'environ, enfin, 1,1 watts par mètre Kelvin, et c'est supérieur à celui de la brique qui est plutôt un lambda de 0,46. Donc ce changement de matériaux, ça crée un inconfort, puisque la conductivité thermique et la gestion de l'humidité ne sont pas celles prévues initialement entre le béton et la brique. Et donc la dégradation des paramètres physiques participe à l'inconfort thermique des usagers. Les origines de ce changement de matériaux, c'est des recherches d'économie financière sur la construction. Ça peut être aussi une méconnaissance des caractéristiques techniques des matériaux et l'impact qu'ils ont sur le confort. Et aussi, on a parfois à Mayotte une faible acceptation sociale des blocs de terre comprimés. Donc là, dans ce cas-là, la solution corrective, ça serait, puisqu'on ne peut pas changer les matériaux, ça serait d'accentuer la protection solaire des parois pour limiter le stockage des calories dans le mur. Et donc, les bonnes pratiques qu'on a retenues, c'est donc de prendre en compte dans la conception les caractéristiques physiques des matériaux, que peuvent être la conductivité, le déphasage thermique, mais aussi l'hygrothermie. Et que ça permet une bonne prise en compte des risques de surchauffe et d'humidité. Ça a une influence sur le confort. C'est aussi important d'expliciter en conception les choix de matériaux pour les stratégies de confort entre les différents acteurs du projet, de vérifier la mise en œuvre et le respect des choix des matériaux tout au long du projet jusqu'à la réception, et dans le cas où il y a substitution des matériaux, de réétudier l'impact de ce changement de matériaux sur le confort thermique. Ici, on a un exemple d'une mosquée qui a été construite en pierre de corail. Et c'est donc le matériau de la pierre de corail et aussi l'épaisseur des murs qui fait que la chaleur, que l'entrée de la chaleur est limitée à l'intérieur de l'édifice. Et donc ici, on a un schéma qui explique que la conduction thermique des parois a une influence sur le confort, et donc que le confort intérieur dépend des matériaux qui constituent les parois, et que ça influence sur les échanges thermiques dans un espace. Donc la conductivité, pour rappel, c'est la capacité d'un matériau à laisser passer la chaleur entre la paroi, à laisser passer la chaleur, ou au contraire, non, pardon, c'est la conductivité, c'est la capacité d'un matériau à laisser passer la chaleur ou au contraire à l'isoler. Donc sur le troisième enseignement qui était retenu, c'était donc limiter la surchauffe par conduction dans les constructions en béton. Donc on est toujours sur ce sujet de conduction, donc voilà, et notamment par rapport aux matériaux béton. Oui, donc ici on a un salon qui est composé de murs en béton banché de 18 cm qui donnent sur l'extérieur, qui sont soumis au rayonnement direct du soleil et où on a peu d'ouverture. Ce qui se passe dans ce contexte avec des murs en béton, c'est que la température des murs, elle augmente au cours de la journée. Sans ouverture, l'air de la pièce, il peut être peu renouvelé.
et les usagers vont ressentir une chaleur trop importante et finalement, ils utilisent peu cette pièce de vie. Les origines de ce phénomène, c'est déjà comme on l'a vu dans dans les premiers enseignements, l'absence de protection des parois contre les rayonnements directs du soleil. Et aussi parce que du coup, le béton, il a une importante capacité de stockage de chaleur et aussi une capacité de déphasage restreinte, à l'inverse des matériaux isolants. Donc la paroi en béton, elle va se charger rapidement en calories et tout au long de la journée et se décharger en fin de journée. Mais quand la température intérieure, elle va rester élevée même au moment où la température extérieure va diminuer. Donc les solutions correctives, c'est toujours de protéger ou d'améliorer la protection solaire des parois verticales. C'est aussi d'augmenter la porosité des façades pour permettre à l'air chaud de s'évacuer par la ventilation naturelle. Et ensuite, ça peut être aussi de compléter la ventilation naturelle par des brasseurs d'air. Et bien sûr, donc comme on l'a dit, c'est de prendre en compte le comportement thermique des matériaux, que ce soit la conductivité et le temps de déphasage, dans la conception des logements pour utiliser l'inertie pour un meilleur confort thermique. Ça peut être aussi d'envisager l'utilisation d'isolants fibreux qui ont du coup une forte résistance thermique ou aussi d'intégrer plus de fibres dans les matériaux de type BTC pour qu'ils aient aussi une plus forte résistance thermique. Donc, pour conclure sur ces bonnes pratiques, il faut prévoir une approche systémique du confort thermique qui passe par la protection solaire des parois verticales, le choix des matériaux et une ventilation naturelle performante. Ici, on a un exemple donc, de protection de parois contre les rayonnements solaires directs par de hauts vents. Et ici, on a aussi un exemple où la ventilation naturelle est performante puisqu'on a une grande porosité des façades et ça permet l'évacuation de l'air chaud vers l'extérieur. Ok. Et donc avant de poursuivre sur l'enseignement suivant, donc on voit déjà le côté multifactoriel. Ça n'a pas été simple d'ailleurs de distinguer un enseignement par rapport à un autre parce que systématiquement on était sur quelque chose de multifactoriel. Et donc voilà, on retrouve dans les bonnes pratiques souvent les choses qui sont redites d'un enseignement à l'autre. Mais voilà, ça montre ce côté multifactoriel qui est vraiment important à avoir en conception et même dans la correction quand on a ces problématiques. Voilà, il faut trouver les solutions qui peuvent être mises en œuvre. Là, on change un petit peu de mode constructif. Du coup, sur l'enseignement suivant, on est sur le fait d'optimiser l'usage des brasseurs d'air en complément de la ventilation naturelle. Dans cet édifice qui est conçu entièrement en ventilation naturelle, le positionnement et le dimensionnement des brasseurs d'air, donc installés en complément de la ventilation naturelle, ne sont pas adaptés. Donc on a un inconfort thermique puisque à certains moments de l'année à Mayotte, la ventilation naturelle, elle peut être très faible. Et dans ces cas-là, lorsque la ventilation naturelle est faible, le personnel d'accueil qui est installé derrière la banque d'accueil souffre de la chaleur. Donc, les solutions possibles, c'est de revoir le positionnement des brasseurs d'air et aussi d'adapter le diamètre du brasseur d'air à la hauteur et au volume de la pièce. Les bonnes pratiques, c'est donc de mener des études de dimensionnement afin de garantir la conception de l'installation des brasseurs d'air, toujours en complément des études architecturales sur la ventilation naturelle. Ces études elles vont permettre d'optimiser la position, le nombre, le type et le diamètre des brasseurs d'air, le tout en fonction de l'usage de la pièce, de la position des percements dans les façades, du taux de porosité des façades et de la volumétrie de la pièce.
Euh, c'est donc, comme je viens de le dire, important de dimensionner le nombre des brasseurs d'air à la surface de la pièce et au volume de la pièce. Donc, un brasseur d'air d'un mètre 30 de diamètre à Mayotte, ça correspond à une surface de 10 mètres carrés. Et aussi de garantir la performance des brasseurs d'air pour des grands volumes de pièces. Du coup, avant que tu donnes les bonnes pratiques aussi, j'en profite parce que là, on cite pas mal de notions qui sont prises sur des références qui existent aujourd'hui. Donc, je rappelle, dans les enseignements rédigés sur le format papier ou numérique, peu importe, pour chaque enseignement, vous aurez des références qui seront listées, d'où sont tirés ces chiffres et comment vous pouvez les intégrer à votre conception. Et puis, dans ces références, vous aurez également le renvoi vers des outils qui existent aujourd'hui, hein. Tout à l'heure, j'ai parlé des appels, des différents appels à projets qui ont été menés dans le cadre d'Ombré. Il y en a un notamment qui a consisté à travailler vraiment sur ce dimensionnement des brasseurs d'air. Donc, vous avez un guide qui existe sur le sujet et également dans le travail des fiches autocontrôle, suivi de chantier, etc. Vous avez un document sur l'autocontrôle, donc dont fait partie le dimensionnement en partie conception. Voilà, on demande est-ce qu'un dimensionnement a été bien réalisé, a été bien corriger s'il y a eu besoin de corriger, s'il y a eu des modifications de projet. Donc voilà, tout ça pour vous dire que toutes les références que Maud peut citer, vous les retrouverez dans la version papier ou numérique. Et déjà sur Pergola aussi, hein, par mots-clés, vous pouvez retrouver tous ces documents quand ils sont déjà disponibles. Je te laisse poursuivre du coup sur les quelques exemples de bonnes pratiques. Oui, alors là, on a deux exemples. Le premier exemple, c'est un exemple de bon positionnement. Donc, le brasseur d'air, il est situé euh, dans l'axe de la ventilation traversante, donc entre la fenêtre et la porte. Et dans le deuxième exemple, on a un exemple où c'est le nombre et le diamètre et la puissance des brasseurs d'air qui sont adaptés au volume de la pièce, qui est un volume important. Et donc pour l'enseignement suivant, on revient sur le sujet de l'inertie, utiliser l'inertie et le déphasage des matériaux pour limiter la transmission de la chaleur. Donc ici, on a un exemple de construction en béton banché où les murs et la toiture sont directement soumis au rayonnement direct du soleil. Donc ça crée un inconfort thermique puisque lorsque la ventilation naturelle est insuffisante pour évacuer l'air chaud à l'intérieur, la chaleur ressentie à l'intérieur est trop importante et le logement n'est plus confortable. Euh, L'origine, c'est donc l'inertie thermique du béton, elle est insuffisante pour apporter du confort. L'inertie, ça permet de diffuser la chaleur stockée dans les parois lorsque l'air extérieur est plus frais. Donc l'inertie, elle dépend du matériau et de son épaisseur. Donc si on compare entre un mur en terre crue de 20 cm et un mur en parpaing de ciment de 20 cm, la terre, elle ralentit bien mieux la diffusion de la chaleur entre l'extérieur et l'intérieur. Donc, une des solutions correctives ici, ça serait donc d'isoler la toiture et les murs afin de limiter l'entrée de la chaleur et ou d'améliorer la protection des façades pour limiter l'apport de calories sur les parois. Les bonnes pratiques, c'est donc de prévoir des matériaux à plus forte résistance thermique pour la structure. Donc forte résistance thermique, ça veut dire faible conductivité et grande épaisseur dans les endroits les plus exposés au rayonnement solaire pour ralentir la diffusion de la chaleur. Ça peut être aussi d'envisager l'utilisation d'isolants. Donc les isolants, ils ont une forte résistance thermique. Ou alors, comme on l'a vu tout à l'heure, intégrer des fibres dans des matériaux de type BTC pour qu'ils aient une résistance thermique encore plus élevée. Ici à gauche, on a l'exemple d'une habitation qui est en BTC et qui fonctionne sans climatisation ni brasseur d'air et qui est agréable puisque grâce à la forte inertie des murs, donc grâce aux matériaux BTC et à la forte épaisseur des murs, qui sont des murs d'environ 45 cm en BTC. Et à droite, dans le tableau, on voit bien que la BTC
Elle a une plus grande capacité thermique, puisqu'elle a aussi une plus faible diffusivité thermique. Donc, ça veut dire que les échanges thermiques ils vont se faire plus lentement, alors que le béton armé, il a lui une diffusivité thermique plus élevée et une capacité thermique plus faible. Du coup, avant de passer sur l'enseignement suivant, j'en profite puisqu'on a abordé un petit peu ce sujet de couverture. On y reviendra sur un autre enseignement aussi, sur un autre contexte, mais dans tous les cas, voilà, la protection, même si on a de l'inertie, etc., la protection solaire dont on parlait tout à l'heure sur les parois verticales, elle est valable aussi sur les parois horizontales, toiture, etc. Et sur ce sujet, vous pouvez retrouver dans des rapports type 12 enseignements qu'on a fait aussi dans le cadre d'Ombré, notamment à Guyane, on avait vraiment travaillé sur ce sujet d'isolation en toiture. Et côté Guadeloupe, on avait aussi travaillé sur le sujet des protections solaires en toiture. Donc ces deux sujets, voilà, isolation, protection en toiture, que vous pouvez aborder au travers de différents enseignements, différents cas de figure, parce que voilà, on a une multiplicité de cas de figure. Donc c'est voilà, quand on a ces rapports thématiques, on a des illustrations terrain, donc ça permet de se baigner un petit peu dans la réalité du terrain. Donc c'est deux rapports thématiques, on pourra vous les mettre aussi en lien sur la vidéo quand le replay sera disponible. Et du coup, donc on peut passer sur l'autre enseignement où on navigue un petit peu voilà, sur différents modes constructifs. Et là, en l'occurrence, sur l'usage de la BTC, voilà, quelques noms qualités qu'on a pu voir sur le terrain et dont on a estimé qu'il était intéressant de faire un enseignement sur le sujet. Oui, donc sur la BTC, l'enseignement, c'est veiller au traitement de l'interface entre le mur en bloc de terre comprimé et l'ossature. Ici, on a un exemple où la maçonnerie de remplissage en BTC, elle s'est désolidarisée de la structure en bois. Donc le joint entre les deux, il s'est altéré. Et les impacts principaux, c'est un risque pour la sécurité des usagers, une perte de performance de l'enveloppe, bien sûr, puisque défaut d'étanchéité à l'air, à l'eau, au feu et au vent, une baisse de la performance thermique globale du mur aussi. Il faut aussi savoir que les vides entre l'ossature bois et le remplissage en BTC, ça favorise le passage des termites et un défaut esthétique. La solution corrective, ça serait d'installer des revêtements imperméabilisants de classe I3 ou des élastomères, qui c'est pas spécifique à la BTC, pour assurer une tenue mécanique dans le temps. Alors, les bonnes pratiques, c'est d'abord en conception d'identifier et de prévoir les moyens mécaniques préventifs aux effets de retrait. Ça peut être grâce à des attaches de liaison ou à des encastrements. De déterminer le nombre et la répartition et le type d'attache en fonction des charges à reprendre, et de réaliser des essais de résistance des ancrages avant de vérifier afin de vérifier leur conformité. Dimensionner les ossatures du gros œuvre afin qu'aucun déplacement ou déformation courant de la structure ne puisse entraîner des efforts localisés susceptibles d'endommager les ouvrages. Étudier la possibilité d'installer des bandes de désolidarisation ou bandes résilientes entre la structure bois et le remplissage afin d'assurer une liaison élastique. Et donc tout ce que je viens de citer, c'est bien sûr c'est illustré et écrit dans les textes de référence en fonction des matériaux qu'on utilise. Donc par exemple pour la BTC, c'est écrit dans les règles professionnelles qui ont été publiées en juillet 2022. Donc là, on a un exemple qui est tiré des règles pro, où on voit du coup trois types d'attaches selon un poteau en, en béton, un poteau en bois et un poteau métallique. Et à chaque fois, on a une attache de maintien mécanique dans le joint. Et ici, on a un exemple où, dans l'épaisseur du joint, on a un fer plat qui scelle des briques de terre comprimées à l'ossature en béton.
Donc voilà, comme on le disait tout à l'heure, là on a remis les références, là on l'a mis sur la diapo, donc c'est quelque chose que vous retrouverez systématiquement dans l'enseignement, les références. Et là en l'occurrence, ce qu'on n'a pas dit, mais qui peut être rappelé aussi, c'est les non-qualités qui ont été observées. Souvent elles sont antérieures à ces règles pro de 2022, donc comme c'est quelque chose aussi d'assez récent, on trouvait que c'était l'occasion de le rappeler que ces règles professionnelles elles existaient et que des schémas types existaient, des solutions étaient proposées. Donc là, on a mis en exergue un type de non-qualité sur cette interface BTC ossature. Mais voilà, il existe plein de solutions pour pallier à ces problématiques. Hop, voilà, je continue sur un autre enseignement qui avait été retenu par rapport à ce qui a pu être vu sur le terrain, sur le fait de dimensionner les soubassements des murs en BTC en fonction des contraintes du site. Donc ici, dans cet exemple, on a un soubassement en pierre armée qui s'est fissuré et donc ça a fragilisé le mur en remplissage BTC qui est au-dessus, qui est derrière le panneau en bois. Et du coup, la rupture du soubassement fragilise le mur. Donc c'est un risque pour la durabilité de l'ouvrage. Euh, c'est un risque pour les usagers, bien sûr, une perte de performance de l'enveloppe et une baisse de performance thermique globale du mur, et bien sûr un défaut esthétique. Les origines de cette fissure, c'est qu'il y a un séisme qui a provoqué la fissuration du soubassement en pierre. Ça a entraîné la désolidarisation de l'appareillage en briques. Ça peut être aussi une résistance inégale du sol qui a entraîné un tassement différentiel si la rigidité de l'ouvrage n'était pas suffisante. Et ça s'explique aussi par la différence de comportement mécanique entre les trois matériaux qu'on a, donc le soubassement en pierre, le mur en brique et la structure en bois. Donc la solution corrective ici, ça serait de reprendre l'ouvrage en sous-œuvre. Et les bonnes pratiques qu'on a listées, c'est donc de réaliser des études de sol et d'adapter les fondations aux différents types de sols, de respecter les règles de l'Eurocode 8, puisque à Mayotte, on est en zone 3, donc zone modérée. Donc il faut respecter la règle de l'Eurocode 8 pour le dimensionnement parasismique des ouvrages et respecter selon la catégorie d'importance du bâtiment considéré. Et ensuite, il faut vérifier la stabilité des ouvrages par une note de structure qui est obligatoire dans les bâtiments de catégorie d'importance 2. Et cette note de structure doit être réalisée par un bureau d'études. Les sous-bâtiments, ça permet aussi d'anticiper les effets de rejaillissement d'eau de pluie sur les socles et aussi d'anticiper les remontées capillaires. Et l'épaisseur de l'assise, elle doit toujours être supérieure à l'épaisseur du mur en BTC. Et il faut porter attention, comme on l'a dit tout à l'heure, en conception, à la différence de comportement mécanique entre deux matériaux. Donc ici, on a un exemple de soubassement en pierre qui est très haut et large. Et donc sa forme et sa dimension sont conçues au regard des contraintes du site, notamment une différence de niveau et aussi, comme on l'a vu tout à l'heure, une plus grande épaisseur pour gérer l'eau de pluie. Et donc, du coup, on parlait de l'eau, de la pluie, voilà, des difficultés. On a retenu un enseignement, justement, celui de conjuguer porosité des façades et protection contre la pluie. Oui, donc le logement, ici, c'est un logement qui a été construit pour privilégier la ventilation naturelle traversante comme stratégie de confort. Donc la varangue, cette pièce qui est une des pièces les plus utilisées, l'eau s'infiltre dans le logement quand il pleut et les pluies qui peuvent être fréquentes en saison des pluies. Donc les impacts, c'est qu'on a une perte de surface habitable et exploitable certains moments de l'année lorsqu'il pleut, et aussi que comme cet espace il est souvent très utilisé dans les logements,
les habitants ils doivent déplacer leurs meubles quand il y a de la pluie dessus. C'est aussi un risque pour la durabilité des matériaux, puisque le carrelage au sol il s'altère rapidement. Et donc, comme je disais, la varangue, donc, c'est un espace extérieur couvert. Cependant, elle est souvent utilisée de manière majeure et régulière à Mayotte. Et ici, c'est l'espace du logement qui est le mieux ventilé et culturellement utilisé pour beaucoup d'usages l'hiver. Donc, les ouvertures ne sont pas protégées de la pluie car le déport de toiture est insuffisant. Et on sait qu'en milieu tropical, les pluies elles peuvent être verticales ou horizontales, donc elles peuvent s'introduire par le haut, mais aussi par les côtés. Donc là, une des solutions correctives, ça serait de mieux protéger la varangue au-dessus ou sur les côtés par des casquettes ou au vent. Et les bonnes pratiques, c'est d'assurer le passage de l'air, même en cas de précipitation, par des dispositifs architecturaux. Donc ça peut être des joutes, des coursives, des décrochés, des volets projetables, des doubles pots, des débords de toiture importants. Et d'adapter la conception des protections à l'orientation des façades selon les vents. Donc ici, on a un exemple de façade qui peut entièrement s'ouvrir et fonctionner en ventilation naturelle traversante et qui a des joues sur les côtés qui permet de protéger de la pluie quand il pleut. Un autre enseignement, on revient sur le confort thermique encore, le fait de concevoir des couvertures performantes pour les espaces extérieurs habités. Donc, comme je disais, on revient sur le sujet des couvertures. Là, en l'occurrence, c'est une couverture d'un espace extérieur, mais comme on le sait, qui sont des espaces qui sont assez fortement utilisés. Oui, donc comme on disait tout à l'heure pour les varangues, là, on a une terrasse couverte qui, certains jours de l'année, donc ces jours de saison humide où on a peu de brise thermique, euh, la terrasse, elle va être moins utilisée parce que la température extérieure, elle va être très élevée sous la tôle sans qu'il y ait de vent qui passe. Donc même malgré les brasseurs d'air et la couleur claire de la tôle. Donc ça provoque un inconfort thermique. Si le vent est insuffisant, la chaleur ressentie sous la tôle est trop importante, la terrasse n'est pas confortable. Et du coup, c'est une perte de surface habitable et exploitable. Donc cette terrasse qui a été aménagée pour être un véritable lieu de vie, certains jours de l'année, à certaines heures, elle ne peut pas être utilisée. Donc les origines, on le sait, les couvertures, ce sont les plus fortement exposées au rayonnement direct du soleil. Et la résistance thermique du matériau tôle, elle est très faible. Donc le matériau, il va diffuser instantanément la chaleur reçue et il va faire très chaud sous la tôle. Et comme on l'a dit, en saison chaude à Mayotte, la ventilation naturelle traversante est très faible car les brises thermiques ne sont pas élevées. Donc, une des solutions correctives, ce serait d'isoler la couverture en tôle pour augmenter sa résistance thermique et pour augmenter la résistance thermique de l'ensemble de la couverture. Et la résistance thermique, c'est donc la capacité d'un matériau à empêcher la diffusion de la chaleur. Les bonnes pratiques, donc, ça serait de prévoir une couverture de couleur claire à la finition brillante avec un isolant mince en sous-face. Ça permet d'une part, de réfléchir les rayonnements solaires et aussi de limiter la transmission de chaleur à travers la couverture grâce à l'isolant en sous-face. Ça peut être aussi envisager l'utilisation d'isolants fibreux à forte résistance thermique pour des couvertures. Ça peut être aussi installer en sous-face une sous-face en lâtis de bois et ventilée aussi. On va voir une photo ensuite. Et bien sûr, de limiter l'exposition de la toiture au rayonnement solaire. Ça peut être par l'orientation de la pente. Ça peut être aussi par un dispositif de surtoiture ou de végétation. Donc ici, on a le premier exemple de bonne pratique. Donc on est dans un espace de cuisine et de salle à manger extérieur, qui est un lieu de vie quotidien.
Et l'espace, il est couvert par des tôles blanches qui sont réfléchissantes. Et il y a aussi un isolant en aluminium qui permet d'augmenter la résistance thermique de la toiture. Donc ça, le facteur réflexion, il augmente et la résistance thermique aussi. Et ensuite, le deuxième exemple, c'est une couverture qui est protégeant en sous-face par du bois et la toiture est ventilée. Donc, pareil, on a une augmentation de la résistance thermique de la toiture. Et enfin, du coup, pour terminer sur un dernier enseignement qui est assez générique, mais qui nous semblait intéressant parce qu'on avait des exemples concrets, enfin, tu avais des exemples concrets sur le sujet, c'est l'enseignement d'assurer une sensibilisation des usagers au cours du temps, avec cette notion que ça dure dans le temps, justement. Oui, donc ici on a une pièce qui est aussi conçue entièrement en ventilation naturelle. Elle est équipée, elle est équipée pour optimiser la ventilation naturelle et aussi elle est équipée en jalousie, en jalousie et en brasseur d'air. Sauf que les usagers ils utilisent, au bout d'un certain temps, ils se sont mis à utiliser essentiellement la climatisation en continu. Donc ça, l'impact, c'est bien sûr une surconsommation énergétique. Et les origines, c'est que donc à la livraison du bâtiment, les usagers, ils ont été sensibilisés au fonctionnement du bâtiment, euh, qui est conçu pour un confort en ventilation naturelle. Mais seulement après 5 ans d'exploitation, comme il y a eu un changement régulier des usagers, les connaissances, elles se sont perdues. C'est aussi que dans des bâtiments complexes, l'usage et le fonctionnement du bâtiment ne sont pas toujours intuitifs. Donc les solutions correctives, ça serait de réaliser des campagnes de sensibilisation régulières, par exemple ça peut être annuellement, pour avoir un usage raisonné de la climatisation et aussi une connaissance globale du fonctionnement du bâtiment. Ça peut être aussi d'installer de la programmation horaire sur des équipements de climatisation afin d'éviter la surconsommation. Euh, Assurer la transmission régulière des informations à l'arrivée des occupants. Ça peut être par des ateliers sur le fonctionnement du bâtiment, sur sa conception, sur les dispositifs qui sont mis en œuvre pour le confort des usagers. C'est aussi définir en conception les besoins en termes de confort thermique selon les usages de la pièce. Donc la température qu'on veut atteindre, les horaires à laquelle on veut cette température, pour adapter les stratégies de confort aux nécessités de la pièce. Et enfin, c'est aussi mettre à disposition des usagers peut-être des guides ou des fiches de sensibilisation sur le bon fonctionnement du bâtiment et ses dispositifs de confort. Donc, du coup, je profite de ce dernier enseignement pour aller un tout petit peu plus loin. Ça va faire référence à une remarque qui a été faite dans la conversation au sujet de l'usage des brasseurs d'air. Là, l'enseignement, bon, c'était vraiment de, euh, d'assurer voilà, cette sensibilisation au cours du temps, que les informations ne soient pas perdues. Mais aussi, c'est un enseignement qu'on abordera dans un autre rapport prochainement. Je crois que c'est en Martinique qu'on a choisi de reparler de cet enseignement, qui est celui de l'usage des brasseurs d'air. Là, aujourd'hui, on en a parlé beaucoup comme palliatif à la ventilation naturelle qui peut ne pas être toujours efficace à Mayotte parce qu'on n'a pas, comme l'a dit Maud plusieurs fois, on peut avoir des périodes sans vent ou très peu ventilées, donc la ventilation naturelle ne fonctionnera pas. Donc le recours à la climatisation sera assez récurrent. Et du coup, l'usage des brasseurs d'air, on aura cet enseignement sans spoiler forcément ce qui sera dit dans le rapport, mais on a un enseignement qui, je ne sais plus le titre exact, mais qui est de bien penser l'usage du brasseur d'air aussi en complément de la climatisation. C'est-à-dire qu'on a à la fois la température, mais on a aussi la vitesse d'air qui va nous faire baisser le ressenti. Et du coup, le brasseur d'air, ça peut être utilisé en complément de la ventilation naturelle pour accentuer ce flux d'air, pour avoir un ressenti inférieur. Mais ça permet aussi, quand on n'a pas d'air, que la climatisation est en route, en fonction des configurations, on n'a pas forcément ce flux d'air, on a juste la climatisation, on n'a pas ce flux d'air. Les brasseurs d'air pourront amener ce flux d'air et ça permettra potentiellement de gagner 2, 3, 4 degrés sur la consigne de climatisation. Donc au niveau des surconsommations, ça permettra voilà, de gagner un petit peu en termes de conso.
Voilà, donc c'est juste l'occasion de le rappeler, parce on n'a pas forcément choisi d'en parler directement ici, mais c'est un enseignement dont on parlera quand on abordera les sujets côté Martinique, mais qui est tout à fait valable là, justement, dans ces périodes où il n'y a pas d'alizé, où la ventilation naturelle fonctionne moins bien, en plus des brasseurs d'air. Voilà, si jamais il y a un usage de la clim, on peut quand même contrôler cet usage en baissant la température de consigne grâce à l'usage des brasseurs d'air. Voilà, ça me permettait juste de rapporter ce petit complément. Donc voilà, sur les 10 enseignements que vous retrouverez dans le rapport thématique qui est en cours de finalisation. Je vais regarder dans la conversation s'il y avait d'autres questions, d'autres sujets. Si Dominique Négia voulait apporter des compléments ou s'il y a quelque chose qui a suscité des réactions, bah, n'hésitez pas. On avait la question du facteur solaire qui apparaissait dans la conversation aussi. Ouais. Et bon, après, il y a des échanges. Voilà. On a parlé des jalousies, donc oui, aussi une stratégie pour la ventilation naturelle et l'étanchéité à l'eau, à l'air. Quand on a besoin d'avoir cette période d'étanchéité, on a des menuiseries qui sont réversibles. Donc là encore, on a des qualités très différentes. Ça, on a des enseignements sur le sujet, hein. Soit vous passez pareil par la plateforme Pergola avec des mots-clés, vous allez retrouver tous ces sujets-là, ou sinon dans des rapports thématiques, le rapport thématique notamment qu'on a fait l'année dernière, en l'occurrence c'était en Martinique aussi, sur la ventilation naturelle, où on revient sur la qualité de ces jalousies justement voilà, qui peuvent avoir un double usage à la fois en ventilation naturelle, mais aussi quand on a des espaces climatisés où on va plutôt rechercher une étanchéité à l'air pour ne pas perdre le bénéfice de la climatisation et on va aller plutôt sur des jalousies qui vont nous garantir une certaine étanchéité voilà, qui fonctionnent bien en ventilation naturelle, mais qui permettent d'avoir quand même une étanchéité en période d'utilisation de la climatisation ou en période de pluie, etc. Donc il y a des classements, ce qu'on appelle des classements AEV, air, eau, vent, sur ces menuiseries qui sont en conception des paramètres à prendre en compte. Oui, oui, Néchir, je vois que tu as levé la main. Oui, je voulais réagir sur la partie RTA. Donc, dans ce document d'enseignement, il n'y a pas forcément, on n'est pas en train de calculer des résistances thermiques. Enfin, la partie résistance, conductivité, ainsi de suite, a été, comme c'était un questionnement sur la différence des matériaux, du coup, c'est un peu plus abordé. La partie protection solaire, il n'y a pas de dimensionnement de la protection solaire, puisqu'on l'évoque sans pour autant la dimensionner. Avec plutôt, on est sur du qualitatif et attirer la vigilance sur le fait que les façades est-ouest sont à protéger de façon plus drastique que les façades nord et sud. Ça, c'est d'une part, mais le dimensionnement, il n'est pas dans ces enseignements-là. Et puis, je voulais quand même bien attirer l'attention sur le fait que la RTA DOM ne s'applique pas à Mayotte et donc les exigences de la RTA DOM ne s'appliquent pas à Mayotte et surtout, donc le CM, qui est le coefficient d'ombrage, n'est pas adapté à Mayotte. Donc, on ne peut pas utiliser il y a celui de MyEnergy Plus, mais par contre, la RTA DOM ne permet pas de réaliser les calculs qui soient validés pour Mayotte. Ok, merci pour la précision. En effet, ça répondait à une interrogation. Voilà, on reprend directement pour une autre question. L'Eurostat survoit la petite règle l'utilisation du pare-vapeur et pare-pluie différente de la métropole, à savoir par etc. Ok. Donc oui, là, c'est vraiment la question de la. Alors, c'est toujours délicat hein, parce que c'est au cas par cas, mais la question de la perméabilité à la vapeur d'eau, hein, je pense que c'est ça le sujet. On l'a abordé dans le rapport thématique en Guyane concernant l'isolation des couvertures, notamment sur l'usage. Alors, c'est pas un pare-vapeur, mais peut-être à peine même pas un frein à vapeur. D'ailleurs, il n'est pas considéré comme ça, mais c'était la non-qualité qui nous a permis de parler de ce sujet. C'était la mise en place de laine minérale avec un papier, un revêtement Kraft, qui en hexagone, on a un flux qui va avoir tendance quand même la majorité de l'année à aller, enfin, de manière générale, de toute façon, c'est toujours de l'endroit le plus chaud et humide vers l'endroit le plus froid et sec. Donc nous, en hexagone, c'est plutôt de l'intérieur du bâtiment vers l'extérieur, notamment en hiver. Et donc du coup, il faut que tous ces systèmes frein-vapeur, par-vapeur soient du côté chaud et humide pour ne pas que la vapeur d'eau transite dans l'isolant. Et donc oui, on aura une tendance à avoir l'effet plutôt inverse en zone tropicale, c'est-à-dire avec
un environnement chaud et humide à l'extérieur et plutôt froid et sec, ou en tout cas plus frais à l'intérieur, notamment encore quand on utilise la climatisation. Donc des cas de condensation, on en a vu pas mal sur les différents territoires. Et la non-qualité, bah, c'était que l'usage de ces laines minérales, c'était des produits manufacturés qui venaient de l'Hexagone, donc avec un système où on déroule dans les combles et en fait on se retrouve avec le papier craft qui a une toute petite résistance, hein, mais qui en a une quand même et qui se retrouve côté froid alors qu'il aurait dû être côté chaud. Donc oui, de manière générale, c'est un sujet qu'il faut prendre en compte, avec oui, cette inversion de potentiel de phénomène. Si vous avez des habitudes hexagonales dans la conception, bah, il faut avoir une réflexion différente. Je vais laisser Negia ou Dominique, hein, le compléter, mais voilà, je ne sais pas si ça répond en partie à la question, mais oui, les transferts de vapeur d'eau, oui, ils peuvent être inversés, ils doivent être pris en compte si vous mettez des isolants. Après, on n'a pas. Samuel, Oui. Samuel, tu as bien résumé le sujet, c'est qu'il faut réfléchir où se trouve le côté chaud et humide et où se trouve le côté plus froid et donc plus sec. Donc c'est bien la condensation qu'on observe dans les territoires d'outre-mer sont plutôt en sous-face de tôle au niveau des toitures que du côté en sous-face de faux plafonds dans le logement. On l'a de façon systématique côté extérieur, mais pour la pérennité de l'isolant, comme tu dis, le pare-vapeur se doit d'être mis à l'inverse de la métropole, donc côté extérieur et pas côté intérieur. Donc ça, c'est un vaste sujet, hein, ce sujet de la perméabilité à la vapeur d'eau. On va pas l'aborder ici, hein, mais voilà, en tout cas, il y a des éléments de réponse qui sont adaptés côté ultramarin. Donc dans ce rapport en Guyane, isolation des toitures, 12 enseignements à connaître, on aborde le sujet et vous avez un autre document sur l'isolation de manière un peu plus générale où voilà, on montre qu'il y a beaucoup d'études qui doivent être menées et qui sont menées, hein, d'ailleurs. Dans les appels à projets, il y a des sujets de ce type qui sont abordés. Donc ça fait partie, hein, de tout ce dont on a parlé tout à l'heure, les assises de la construction durable. Ça sert aussi à ça, identifier des sujets techniques qui sont différents de l'Hexagone et qui vont forcément devoir conduire à des textes, des réglementations, des DTU, etc., qui soient différents pour être applicables, pardon, en Outre-mer. J'ai pas vu d'autres points, sauf si je suis passé à côté, mais je crois pas. Du coup, bah, ce que je vous propose, c'est de conclure, sauf si vous avez d'autres interventions, Maud, Dominique, Negia, ou si pour vous c'est OK sur ce point. Ouais, Dominique. Non, je disais que l'exposé est maintenant devenu très clair. Je trouve tout ça assez probant. Il y a quand même une chose que je m'interroge un petit peu. J'ai l'impression qu'on estompe un petit peu la différence de qualité des matériaux parce que, par exemple, quand on fait un exposé sur les mesures compensatoires quand on utilise du béton, est-ce que, d'une certaine façon, est-ce que ça le remet à égalité avec les autres ou pas? C'est pas, ça, c'est pas, je sens pas que ce soit dit. Et dans la pratique, en fait, ça ne le remet pas à égalité. Le fait de prendre des mesures compensatoires, ça a des conséquences. On en revient à utiliser des isolants dont on n'aurait pas besoin, donc on consomme plus de surface, plus de matière, etc., etc. Et juste, c'est la seule remarque sur la globalité. Sinon, je trouve que l'exposé, le document, tout ça, je trouve que c'est devenu très clair. En effet, hein, les caractéristiques des matériaux, c'était un point compliqué parce que nous, la façon dont on travaille dans le dispositif Rex Bâtiment Performant, on est surtout là, c'est pas une étude, hein, c'est pas instrumenté, c'est pas quoi que ce soit. Donc c'est vrai qu'on reste sur des constats, alors parfois subjectifs sur le confort, mais finalement qui ne sont pas si subjectifs que ça. Et il faut bien faire la différence dans ce qu'on explique entre des solutions qui sont des solutions correctives et puis des bonnes pratiques, en effet. Mais la question de la caractérisation des matériaux et notamment toutes les notions que Maud nous a rappelées en introduction, oui, en effet, elle est très importante et c'est sans doute un sujet qui est à creuser.
Ça fera sans doute peut-être partie des conclusions de ce document, à en rediscuter, mais une ouverture sur le sujet, justement, comment aller plus loin sur ce sujet là, de la caractérisation des matériaux, comment on peut vraiment préconiser certains usages par rapport à d'autres, certains matériaux par rapport à d'autres dans certaines configurations. Là, ça dépasse un petit peu c'est vrai, le sujet de ce Rex, mais c'est bien entendu, oui, que les mesures compensatoires ne seront jamais équivalentes à des mesures de bonne pratique qu'on peut avoir dès le départ. Il y a des travaux sur ces sujets-là, hein, sur la caractérisation des matériaux, il y a des travaux en cours aussi, hein, donc Oui, il y tout a des ça, travaux ça en avance. cours de comparatif aussi. Ouais. D'accord. Très bien. Et bah, du coup, on va pouvoir s'arrêter là. Et puis, et bah, si vous voulez continuer à être informé, mais je pense que vous l'êtes pas mal, il y a la newsletter de Ombré qui est diffusée tous les mois avec un petit rappel de l'avancement des assises de la construction durable, du suivi aussi de Ombré, de ses projets, de cet appel à projet. Il y aura assez régulièrement une actualité sur les fiches autocontrôle et réception dont j'ai parlé tout à l'heure aussi, hein. Donc n'hésitez pas à rester informé puis à vous accaparer de ces outils-là, hein, parce ils sont faits avec la filière et pour la filière, donc faut vraiment en profiter. Et puis, de toute manière, on se donne rendez-vous, prochaine webconférence, ce sera soit Guadeloupe, Martinique, puisque le niveau d'avancement, voilà, il en est là aussi. Et puis, il nous restera aussi la Guyane sur le sujet de l'éclairage, éclairage artificiel, éclairage naturel. Voilà, avec pareil, toujours le même principe, hein, un travail qui est fait sur le terrain, et puis on vous soumet les enseignements qui ont pu être vus sur le terrain en essayant d'apporter des solutions correctives et les bonnes pratiques. Voilà, ben, on va clore ici. Merci beaucoup encore à Negia, Dominique. Merci à Maud pour tout le travail. Et puis, ben, on finalise ça rapidement. Merci, au revoir. Au revoir. Au Merci, revoir. au revoir.